Depuis quelques mois, aux États-Unis, c'est la tension entre le parti des républicains et des démocrates sur la question du relèvement du plafond de la dette américaine. Les délais pour la prise de décision sont très proches. Nous parlons ici du 1er juin 2023, donc dans quelques jours exactement. Et les conséquences de cette situation peuvent être désastreuses pour les États-Unis, mais peut-être catastrophiques pour les marchés financiers et même pour l'économie mondiale. On doit véritablement pointer un regard prononcé sur cette question. Et je tiens à rappeler que les États-Unis d'Amérique représentent l'un des pays les plus riches mais les plus endettés, dont le président Biden et son équipe doivent trouver les voies et moyens de rassurer les investisseurs sur les marchés, ne serait-ce que sur ce point-là, et bien sûr de pouvoir supporter l'économie américaine. Ça, c'est un point très important. Donc, on va se poser plein de questions qu'on va essayer d'apporter des éléments de réponse, bien sûr, tout au long de cette vidéo. La première question qu'il faut se poser, c'est de savoir c'est quoi un défaut de paiement? C'est quoi le plafond de la dette? C'est quoi le plafond de la dette? Pourquoi est-ce que la situation peut être assez délicate? Pourquoi c'est un sérieux problème? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, quelles seraient peut-être les conséquences, n'est-ce pas, si rien n'est fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver si jamais une décision n'est pas prise dans cette situation-là dans les plus brefs délais? Et bien entendu, la dernière question est le plus important que je te demande de pouvoir avoir comme information à la fin de cette vidéo, c'est comment trader et gagner de l'argent sur ce genre de situation. Comment est-ce que toi tu dois gagner de l'argent dans ce genre de situation? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube AfroForex, sache qu'ici nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Donc, du coup, partage la vidéo, n'est-ce pas? Like la vidéo et on se retrouve dans le vif du sujet. Intro. Comme je le disais tantôt dans cette vidéo, on va parler du plafond de la dette américaine, de la crise potentielle de la dette américaine. Et bien sûr, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de trading, d'économie, finance, business. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore liké, like la vidéo. Partage au maximum avec la communauté pour que nous puissions ensemble édifier notre communauté en ce qui concerne l'économie, la finance, le trading pour pouvoir gagner un maximum d'argent grâce au marché financier. C'est un must pour les Africains, c'est un must pour la communauté. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. On va commencer par répondre à la première question. Ici, c'est le docteur Idriss Tafak, si tu ne sais pas. Donc, on va démarrer. À tout de suite. Alors, comme je disais tantôt, pour la première question qu'on doit essayer d'apporter comme élément de réponse à ce sujet, c'est de savoir déjà comprendre c'est quoi le plafond de la dette, c'est quoi ce concept, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette affaire, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plafond de la dette n'est rien d'autre qu'un seuil maximal d'endettement que le gouvernement américain se fixe lorsqu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir payer des salaires des fonctionnaires, rembourser des dettes, n'est-ce pas, payer des factures, supporter tout autre engagement financier, dépenses urgentes qu'ils doivent réellement effectuer sur une période donnée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept qui a pris effet aux États-Unis depuis les années 1917, lors de la Première Guerre mondiale. À l'époque, le Trésor américain, n'est-ce pas, qui est en fait l'équivalent du ministère de l'économie, donc vous devez comprendre cela, devrait à chaque fois passer par le Congrès américain pour pouvoir définir en fait une sorte de plafond, une sorte de dette, n'est-ce pas, c'est-à-dire la quantité d'argent que les États-Unis doivent réellement emprunter pour pouvoir financer l'économie, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, payer les investisseurs, n'est-ce pas, parce que vous savez, un pays c'est comme une entreprise, il faut le comprendre là tout de suite, là maintenant, quand on dit pays, c'est paye, c'est la dette, donc c'est une entreprise qui fonctionne en réalité sous l'effet de la dette. Il faut comprendre ça là tout de suite, ok? Donc, elle doit payer en fait des investisseurs qui ont financé cette entreprise-là, l'entreprise des États-Unis, ok? Donc, du coup, si jamais les États-Unis ne parviennent pas à produire assez,
n'est-ce pas, c'est-à-dire grâce à leur PIB pour pouvoir supporter, n'est-ce pas, payer les investisseurs plus tard, c'est-à-dire comme une entreprise, tu dois produire du chiffre d'affaires pour pouvoir ensuite rembourser les investisseurs qui ont investi dans ton entreprise, qui ont acheté des actions, qui ont acheté des obligations. Ici, bon, dans le cadre du gouvernement, de l'État, on va parler beaucoup plus, dans le cas d'un pays, on va beaucoup plus parler d'obligations de trésor, ok? Obligations de trésor, c'est comme ça qu'un pays se fait financer, c'est via ce canal-là, ok? Donc, pendant cette période-là, au cours de la guerre, n'est-ce pas, ça coûtait très cher de pouvoir payer les militaires, ça coûtait très cher de pouvoir financer la guerre, c'était insupportable, c'était très élevé. Okay? Et il fallait faire quelque chose et dans les plus brefs délais. Il fallait trouver une solution. Donc le plafond de la dette a été créé afin que le gouvernement puisse contracter, n'est-ce pas, les dettes pour commencer, c'est-à-dire financer la guerre, payer les salaires des fonctionnaires, verser les prestations sociales, rembourser les créanciers, c'est-à-dire les investisseurs, et bien sûr payer également d'autres dépenses ou alors financer d'autres dépenses qui devaient être effectuées dans l'économie. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je réexplique ça, c'est que le PIB d'un pays n'est rien d'autre que quelque chose qu'on va appeler le chiffre d'affaires du pays. Ok, c'est un peu comme un chiffre d'affaires. Et là, du coup, si jamais le PIB n'est pas capable grâce au chiffre d'affaires qu'on génère, on n'est pas capable de supporter toutes les dépenses qui sont dans l'économie, eh bien, le pays doit faire recours à l'endettement, encore une fois. Et actuellement, les États-Unis, depuis déjà quasiment plus de 10 ans, la dette américaine est déjà au-dessus du PIB. Donc, ça fait depuis 2013 exactement, on est à plus de 100%. N'est-ce pas, de ratio dette sur PIB, c'est-à-dire ce que les États-Unis ont comme dette dépasse considérablement ce qu'elle produit en termes de chiffre d'affaires. Et là, actuellement, on se trouve déjà autour de 130% en termes de ratio dette PIB. Ok? Donc ça voudrait dire que la dette américaine dépasse de plus de 30% le PIB. Donc, à coup sûr, elle doit s'endetter. À coup sûr, elle doit s'endetter pour pouvoir supporter tous ses engagements. Ok, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, donc vous devez comprendre cela dans ce sens-là. Ok, donc le plafond de la dette n'est rien d'autre que le seuil qu'on va fixer pour pouvoir dire que bon, ok, si tu veux t'endetter, on va pas quand même t'endetter de manière indéfinie. Tu dois fixer un seuil pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans l'économie. Ok, donc officiellement, le plafond de la dette a été atteint en janvier de cette année, c'est-à-dire le 19 janvier récemment, et le gouvernement a obtenu un sursis grâce à des mesures exceptionnelles, mais risque d'un défaut de paiement qui se rapproche. Ok, il y a un risque qui ne puissent pas supporter leurs engagements. Quand on dit défaut de paiement, ce n'est rien d'autre que l'incapacité d'un État à pouvoir supporter ses engagements en termes de dette, c'est-à-dire de pouvoir rembourser ses créanciers. Ça, c'est la définition du défaut de paiement. Ok, donc du coup, à partir du 1er juin, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, l'État américain, c'est-à-dire les États-Unis, pourrait être incapable de s'endetter davantage pour payer ses dépenses sur une solution, si une solution n'est pas prise en compte, c'est-à-dire si on ne trouve pas de solution dans la chambre du Congrès, ok, dans la chambre des représentants, ok. Donc il faudrait que d'ici le 1er juin, une solution soit clairement définie à ce sujet, ok. Donc on va bien entendu essayer de comprendre maintenant pourquoi est-ce que la situation est alarmante, pourquoi est-ce que la situation est sérieuse, pourquoi c'est un problème, ce qui va faire partie de l'objet du prochain point. Donc à tout de suite. Ce qu'il faudrait comprendre ici, comme je disais tantôt, c'est que depuis la Première Guerre mondiale, ça fait déjà plus de 100 ans, la situation perdure, c'est-à-dire les États-Unis ont commencé avec cette situation de plafonnement de la dette, c'est-à-dire pour pouvoir financer l'économie. Lorsqu'on observe la question du plafonnement de la dette, encore une fois, depuis les années 60, on va enregistrer que ça a été effectué plus de 78 fois. C'est énorme, c'est-à-dire quasiment chaque année, on a eu au moins un plafonnement, un ou deux plafonnements de la dette. Donc, pour comprendre ici que, encore une fois, lorsqu'on observe tout récemment, on a revisé le plafonnement autour des
31 400 milliards de dollars. C'est astronomique, c'est énorme, ok? Donc la dette, elle est époustouflante. On n'arrive même pas à lire les chiffres. Est-ce qu'il est possible donc de relever le plafonnement de la dette? La réponse est simplement oui. Ok, la réponse elle est claire, elle est nette, elle est oui. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. Ok, le problème se trouve ailleurs, n'est-ce pas? Le problème se trouve au niveau de l'approche, ce qui crée en fait un véritable conflit politique entre républicains et démocrates, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on ne se pose pas la question de savoir si on va en réalité revoir le plafonnement, mais on se pose la question de savoir sur quelle est l'approche qu'on va utiliser, quelles sont les conditions que les États-Unis vont mettre en place d'après la chambre de congrès. Dans quelles conditions est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'elle va procéder? Est-ce qu'il y a des préalables à considérer? Ok? Parce que si on vient juste, on dit on va augmenter indéfiniment, à un moment donné, il y aura une ébullition, il y aura surchauffe, il y aura un problème sérieux d'endettement. Donc, il faut quand même avoir un regard prononcé sur est-ce que ce qu'on est en train de faire est raisonnable, est-ce qu'il n'y a pas des risques qui pourraient sortir de nulle part comme ça là parce qu'on a passé le temps à s'endetter sans toutefois regarder en fait ce qu'on produit. Okay? Donc, ce qui se passe cette année, en fait, c'est qu'il faut constater que la Chambre des représentants est majoritairement représentée par les républicains. Okay? Et les démocrates soutiennent qu'il faut relever le plafond de la dette sans condition, sans négociation, sans discussion. Okay? Mais le problème, c'est que les républicains ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils ne peuvent pas voter cette politique-là si jamais il n'y a pas de restrictions budgétaires qui soient mises en place. Donc, ils voudraient en réalité que Biden et toute son équipe mise en place revoient en fait les dépenses qui vont être effectuées dans l'économie. On ne va pas juste venir dire qu'on va relever le plafond de la dette indéfiniment, encore une fois. Il faut quand même s'assurer que les dépenses budgétaires soient peut-être revues. Est-ce qu'il faut faire des réallocations? Est-ce qu'il faut revoir les dépenses qu'on fait dans tel domaine plutôt que dans tel autre domaine? Il faut voir tout ce tralala-là. Donc, ça demande un travail naturellement approfondi. Ok? Tout compte fait, n'est-ce pas? Un consensus va être pris car les délais s'approchent, on le sait, dans quelques jours, et ils sont tous squeezés, c'est-à-dire ils sont sous pression. Okay? Donc tout le monde est sous pression et ils doivent faire quelque chose. Donc voilà un peu la situation en ce qui concerne l'état critique de ce problème. Okay? Donc on va essayer de comprendre maintenant quelles sont les conséquences qui devraient se manifester si rien n'est fait, si finalement on ne fait rien. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie qui représente les conséquences de la dette, n'est-ce pas, de la crise de la dette des États-Unis. C'est parti. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que une conséquence principale, si rien n'est fait, c'est tout simplement le défaut de paiement, c'est-à-dire l'incapacité des États-Unis à pouvoir rembourser les créanciers, à pouvoir rembourser les investisseurs. Je tiens à rappeler ici que un pays n'est rien d'autre que une entreprise qui produit le PIB, qui est en fait le chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires a été produit grâce à en grosse partie de la dette, n'est-ce pas? De la dette qui a été contractée entre le pays et les banques, et les investisseurs. Et il faut que chaque année, le gouvernement en question rembourse les investisseurs ou alors paye les obligations auprès des investisseurs. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc, depuis janvier déjà, il faut préciser que la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, n'est-ce pas, avait martelé qu'un défaut de paiement causerait des dommages irréparable, n'est-ce pas, pour l'économie américaine. La vie quotidienne de tous les Américains et la situation financière devrait être catastrophique, tout simplement. Donc, il devrait avoir une situation assez critique, n'est-ce pas, non seulement pour les Américains, mais aussi pour la finance mondiale. Parce que vous le savez très bien encore, le dollar américain est la monnaie la plus échangée dans le monde. Le dollar américain a pris de la valeur énormément parce que les investisseurs voyaient que l'État américain était suffisamment solvable et donc ils se sont achetés des tonnes et des tonnes de bons de trésor américains parce qu'ils savent que non, à coup sûr, au moins si je mets mon argent là-bas, si j'investis là-bas, je vais être remboursé. That's it, ok? Donc,
plus récemment, elle a amplifié encore en disant que nous pourrions entrer en récession et ce sera catastrophique, ce sera la catastrophe. Donc, ce qu'il faut comprendre ici sur ce point, c'est que elle a déjà alerté à maintes reprises que si jamais la situation perdure, c'est-à-dire on ne prend pas de décision le plus tôt possible, on risque d'arriver dans une situation où, les investisseurs ne pourront pas récupérer leur argent, d'accord? Ça, c'est un point principal. De deux, ça va être critique pour les consommateurs et même pour les fonctionnaires parce que éventuellement certains fonctionnaires risquent de ne pas être payés d'un point de vue salarial. Éventuellement, le gouvernement américain ne pourra pas financer certains projets parce qu'elle sera limitée en termes de dette, n'est-ce pas, en termes d'argent. Elle n'aura pas assez d'argent pour le dire, n'est-ce pas? Et donc du coup, à l'échelle mondiale, ça va créer une panique globale sur les marchés financiers. On va voir plus tard, bien sûr, les conséquences sur les marchés financiers et comment est-ce que tu dois, bien sûr, prendre avantage. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu aimes ceci, partage, like. Si tu aimes ce type de contenu, partage, like encore et dis-nous en commentaire ce que tu en penses, n'est-ce pas? Donc, on va continuer en disant ceci. Il est toutefois difficile de dire précisément ce qu'il pourrait se passer car une telle situation serait brutale. La situation serait vraiment inédite. La situation serait vraiment sans précédent. La situation serait vraiment sans contrôle éventuellement. Donc, il faut vraiment se poser la question. Ce qu'on va voir, bien sûr, encore une fois, il y a plein de conséquences qui peuvent survenir. On va voir d'autres conséquences par la suite. Alors, il faudra en réalité comprendre qu'une autre conséquence qui pourrait survenir là tout de suite, c'est clairement la notation financière des États-Unis. Okay? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, la situation existait déjà. Il y a eu ce même débat lors du mandat de Barack Obama et il y a eu clairement le même phénomène. C'est-à-dire, c'est comme si on était en train de reproduire le même scénario là maintenant. Et donc, du coup, une critique ou alors une alerte qu'on doit faire, c'est que si la notation financière des États-Unis baisse, c'est-à-dire son score de crédit va en baisse, n'est-ce pas? Alors, on va tout simplement dire que les États-Unis commencent à perdre la face en ce qui concerne leur crédibilité en termes de remboursement de la dette. C'est-à-dire, on va commencer à dire qu'il y a eu changement significatif sur la capacité des États-Unis à pouvoir rembourser, n'est-ce pas, une détérioration significative de leur capacité à rembourser la dette. Et ça, c'est une situation très alarmante pour les investisseurs, encore une fois. Et d'un autre côté, les économistes, n'est-ce pas, estiment qu'on pourrait atteindre un arrêt de l'économie de près de 1/10, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire 1/10 de l'économie pourrait se retrouver en arrêt si jamais on entre dans une situation de défaut de paiement. C'est-à-dire, si les États-Unis n'arrivent pas à rembourser la dette des investisseurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire payer progressivement les investisseurs, on peut arriver dans une situation où l'économie se trouve en arrêt. C'est-à-dire, il y aura des entreprises, il y aura des services publics qui ne vont peut-être plus fonctionner, n'est-ce pas? Il y aura des fonctionnaires qu'on va mettre à la porte. C'est-à-dire, on va éventuellement mettre plus de 1/10 de l'économie en pause. Ça voudrait dire que ce sera catastrophique, encore une fois. Une autre chose qu'il faut noter aussi, c'est clairement la potentielle hausse des taux d'intérêt. Lorsque une dette devient risquée, une chose est sûre, c'est que pour qu'un investisseur achète cette dette-là, il faudrait qu'on augmente le prix. Il faudrait que le prix soit beaucoup plus intéressant. Il faudrait que le taux d'intérêt, c'est-à-dire les intérêts qu'on va lui payer sur les bons de trésor qu'il va acheter, soit excellent. Ok? Donc, c'est un peu comme si on fait un comparatif rapide entre les pays africains et les pays qu'on va appeler entre guillemets développés, n'est-ce pas? On va se rendre compte que le taux d'intérêt sur la dette des pays africains est naturellement beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt sur la dette des pays entre guillemets développés. Ok? Donc, c'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on va appeler le risque pays. Donc, si les taux d'intérêt sont élevés, c'est parce que l'investisseur est prêt à courir le risque. Donc, c'est un peu comme la compensation qu'on te donne à l'effet de pouvoir supporter le risque qui va avec l'achat des bons de trésor dans un pays un peu plus risqué qu'un pays un peu moins risqué. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, du coup, ce qui fait que... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un accord n'est pas trouvé rapidement, le Congrès peut suspendre en réalité le plafond de la dette. Okay? La Chambre des représentants, les différents partis, peut suspendre en fait le plafond de la dette.
Mais le problème, c'est que c'est une solution qui est clairement temporaire, ok? Et ça signifie que les nouvelles négociations devraient être engagées le plus tôt possible, n'est-ce pas? Pour pouvoir résorber clairement la situation afin de trouver une solution, on va dire, permanente. Et de manière objective, ce que les économistes pensent, c'est qu'il faut proposer, il faut en réalité supprimer le plafond de la dette. Mais est-ce que c'est envisageable? On peut dire c'est envisageable, mais je ne pense pas que ce sera aussi facile. Je ne pense pas que cette solution sera aussi facile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut prendre en compte et ça peut être assez limite. On peut bien comprendre que de manière objective, il est clair que c'est très destructeur de pouvoir bien sûr limiter ou alors contraindre, restreindre ou alors empêcher le ministère de l'économie, le ministère du Trésor bien sûr aux États-Unis, de pouvoir prendre des engagements et éventuellement payer les factures, payer les créanciers, payer les salaires et ainsi de suite. Ça squeeze un peu le ministère de l'économie, ça c'est clair. Mais il faut toujours quand même avoir des garde-fous en fait. Moi je pense pas que cette solution-là est assez fiable. En tout cas, moi en tant qu'économiste, je ne pense pas que cette solution soit totalement fiable. Il faut toujours avoir des garde-fous pour pouvoir limiter la casse, pour pouvoir limiter la casse en cas de crise. Parce que c'est lorsque le risque survient dans l'économie qu'on comprend que les décisions qu'on avait prises étaient vraiment des décisions rocambolesques. Donc il faut clairement savoir toujours avoir des garde-fous à chaque décision qu'on prend, surtout dans le contexte de la finance, surtout dans le contexte de l'économie de manière globale. À toute action que tu mènes, il y a un risque. Il faut toujours mesurer le risque qui va avec et savoir quelles seraient les conséquences les plus extrêmes possibles qu'on pourrait avoir si jamais finalement le pire s'en vient. Okay? Donc, moi, je pense que cette façon de plébisciter le fait qu'on doit enlever totalement le plafond de la dette, pour moi, c'est pas fiable. C'est clairement pas fiable. C'est pas raisonnable. C'est totalement aller olé, feu vert, partout dans tous les sens, carte blanche. Non, ça marche pas. Ce serait vraiment se détruire sans le savoir. À moins que ce soit la décision qu'ils ont prise. Donc, on ne pourrait pas savoir à notre niveau. On n'a pas une boule de cristal. On ne peut que donner je ne peux que donner mon avis de manière dans une lecture transversale de la situation. Ok? Donc, une autre solution alternative qui a été aussi proposée, c'est d'augmenter en fait l'impôt sur les sociétés. Donc, ce qui augmenterait naturellement les recettes fiscales. Ok? Donc, si on augmente l'impôt auprès des sociétés, clairement, ça va augmenter les recettes fiscales, ça va augmenter l'argent que le gouvernement récolte auprès des entreprises. Ça, c'est un point qui peut être intéressant, mais encore une fois, ça voudrait dire qu'on va rejeter toute la faute aux entrepreneurs. Entrepreneurs qui sont en fait les personnes qui prennent le plus de risques dans une économie. Il faut le comprendre. Les entrepreneurs sont les personnes qui prennent le plus de risques dans une économie parce qu'ils partent chercher l'innovation, ils résolvent des problèmes, ils trouvent des solutions aux problèmes des autres. Ça, c'est le rôle des entrepreneurs et ils sont prêts à prendre le risque pour cela. Mais la question, c'est de savoir si la solution va passer comme une lettre à la poste. Okay? Et la réponse à cette question, c'est clairement non. Parce que on sera en train de rabattre tout un risque comme ça là sur les entrepreneurs. Moi, je pense qu'il faudrait revoir peut-être de manière beaucoup plus transversale comment est-ce que la situation peut être résorbée. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'une solution permanente, c'est d'augmenter la production. That's it. C'est d'augmenter la production nationale pour pouvoir bien sûr supporter la dette qui va avec. Si c'est que les États-Unis n'augmentent pas la production nationale, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour tous les pays en réalité, c'est d'augmenter la production nationale. Si c'est que tu n'augmentes pas la production nationale, tu essayes de jongler sur les recettes fiscales et tout ce tralala, tu vas squeezer les agents, tu vas squeezer en fait tout le monde et tu ne produis pas plus, mais tu passes le temps à chercher à récolter un peu plus quelque part. Là, ça crée clairement la pression et les gens peuvent se décourager, quitter le pays, aller investir ailleurs parce que ça devient chaud, n'est-ce pas? Et c'est décourageant. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes encore une fois cette approche-là parce que je ne pense pas que ça va passer comme une lettre à la poste. Je pense qu'une solution permanente, c'est de pouvoir produire encore une fois. Okay? Donc, ce que moi, je pense qu'il faut comprendre. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on doit prendre avantage de la situation. Donc, comment est-ce qu'on doit prendre avantage de cette situation? Comment est-ce qu'on peut trader, gagner de l'argent grâce à cette situation. Encore une fois, je tiens à le préciser, lorsqu'on fait de la spéculation, qui est crise ou pas, on gagne de l'argent. That's it. Faut comprendre cela. Ok? Donc, la réponse à cette question, c'est en réalité de savoir si les États-Unis parviennent à payer leurs dettes. Comment est-ce que les investisseurs vont réagir? Ok? Si
les États-Unis ne parviennent plus à payer leurs dettes, comment est-ce que les investisseurs vont réagir? Ce que les investisseurs vont faire, c'est que a priori, il faut en réalité comprendre qu'ils vont se débarrasser de la dette américaine. Ils vont vendre les bons de trésor. Quand je parle d'investisseurs, c'est les personnes qui ont acheté les bons de trésor américains. Ils vont a priori vendre les bons de trésor parce que les prix vont baisser. Et il serait dommage de détenir quelque chose qui n'a plus de valeur. Donc, ils vont le vendre, ils vont se désengager et ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire chuter considérablement le prix des bons de trésor. Bon, si tu as de l'argent en ce moment et que tu es confiant que les États-Unis vont se reprendre dans les années à venir, à très long terme, tu peux acheter parce que ce serait une aubaine à coup sûr, n'est-ce pas? Ce serait une aubaine à coup sûr. Mais combien de temps ça va prendre pour pouvoir remonter la pente? On ne sait pas. Ok? Il va falloir bien sûr travailler sur la patience. Ça, c'est une approche, c'est-à-dire acheter les bons qui vont être vendus, attendre la vente massive, peut-être acheter maintenant pour pouvoir profiter de la remontée puissante qui pourrait s'en venir dans les années à venir, n'est-ce pas? Ça, c'est un point. Maintenant, un autre point, c'est éventuellement s'attendre à ce que le dollar chute considérablement. Et donc, du coup, l'or explose de manière brutale. Donc, ça voudrait dire que l'or pourrait prendre de la valeur de manière exponentielle et il faudra éventuellement commencer à surveiller de près. Quand il parle de l'or, c'est valable pour les autres métaux précieux, ok? C'est-à-dire le silver, c'est-à-dire l'argent et bien d'autres, le cobalt et autres. Donc, il faudrait éventuellement s'attendre à ce que les investisseurs, au lieu de miser sur la dette des États-Unis, ils vont peut-être préférer miser sur l'or, ils vont peut-être préférer miser sur le bitcoin, ils vont peut-être préférer miser sur d'autres métaux précieux tels que l'argent, le cobalt et autres, n'est-ce pas? Donc, éventuellement se préparer sur les plus prépondérants parmi la liste que je viens de donner et se lancer. Voilà. Et ça, c'est des investissements long terme. C'est pas des trucs que tu viens, tu fais, tu spécules. On peut spéculer, ça c'est sûr, n'est-ce pas? On peut spéculer, mais s'il faut spéculer, il faut attendre le bon timing pour pouvoir, bien sûr, peut-être le timing par rapport à la date du 1er juin, d'accord? Pour pouvoir anticiper sur la hausse de l'or si jamais on voit que les tendances sont plutôt dans le sens où les États-Unis n'ont aucun intérêt ne veulent pas prendre des décisions concrètes sur la situation. Ok, donc on va s'attendre à une potentielle explosion de l'or et d'autres métaux précieux si jamais rien n'est fait. Et bien sûr, on va s'attendre à ce que les bons de trésor américains chutent considérablement. Okay? On va s'attendre aussi que le Bitcoin peut-être prenne de la valeur parce que certains investisseurs, au lieu d'investir sur l'or, vont plutôt investir sur le Bitcoin. Donc, ce qu'il faut comprendre en réalité. Donc, voilà un peu un résumé global de la situation, une peinture panoramique de cette situation-là. J'espère en fait que tu as essayé de comprendre en fait la situation qui est en train de se manifester du côté des États-Unis actuellement. Et nous, en tant qu'investisseurs, on doit être capable de comprendre cela. On doit être capable de prendre des décisions de manière stratégique, n'est-ce pas, pour pouvoir bien sûr profiter au maximum possible. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, bien sûr, je t'invite à la liker. Je t'invite à partager. Et je t'invite bien sûr à me dire ce que tu en penses en commentaire parce que je pense que ici, on a donné quelques éléments qui, pour ma part, sont extrêmement utiles et qui peuvent éventuellement vous permettre de comprendre petit à petit comment est-ce que on essaie d'avoir une lecture de l'économie et on essaye de donner les conséquences et on essaye de voir quels sont les types de décisions qu'on peut prendre ensemble. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce sera avec plaisir. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce type de vidéo, ce sera avec plaisir. Like, partage pour que nous, ensemble, nous puissions impacter notre communauté. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!